TI Show en direct du centre de formation Bernard Stalter, puisque c'est l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je vais souhaiter la bienvenue à nos invités, vous les présenter. Nous sommes tous sur le plateau à distance de sécurité, les masques ont été enlevés, tout va bien. Le premier plateau que je voudrais vous présenter, et il sera là en permanence avec nous durant les 60 à 75 minutes de cette émission. Bonjour Jean-Luc Hoffmann. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des métiers d'Alsace. Bienvenue parmi nous. Merci. Je voudrais vous présenter à vos côtés Joël Fourny, président de CMA France. Bonjour Monsieur Fourny. Je voudrais présenter Jean-Louis Mouton, président de l'ACMAR Grand Est. Nous parlerons aussi avec vous de toutes ces problématiques de l'artisanat. Et puis enfin Muriel Pénicaud, Madame la Ministre, ambassadrice désormais, représentante permanente de la France au niveau de l'OCDE. Vous connaissiez bien Bernard Stalter et vous êtes là parmi nous aujourd'hui, vous êtes venu spécialement. Ça nous fait très plaisir de vous avoir, vous avez de nombreuses choses à nous raconter. Avant toute chose, une petite cérémonie, enfin une longue cérémonie, même c'est passé à l'extérieur de ce centre de formation tout à l'heure, heureusement sous le soleil avec à peine quelques gouttes de pluie. Anne Biber, qui a beaucoup préparé cette émission avec moi, nous avait garanti le soleil et je crois qu'on peut toute la remercier et la féliciter. On va voir des images tournées par Zoé Kahn-Thibault de hors normes. Et Jean-Luc Hoffmann, je vais vous demander de les commenter avec moi, ces images qu'on va voir, puisque tout à l'heure a eu lieu cette importante cérémonie. On peut lancer ces images dans quelques instants. On va les voir, j'espère. D'accord. Tout va bien, ça va arriver. Elles sont diffusées, alors on ne les voit pas. Voilà, d'accord. Alors, c'était le dévoilement de la plaque. Je ne les avais pas sur mon retour d'antenne devant moi. Donc, on les a vus. Voilà. On revient peut-être... c'est terminé, là, déjà ? Non, voilà. Donc, quelques discours des personnalités. On en parlera tout à l'heure. Nous avons ici le maire d'Échaud. Jean-Luc, vous pouvez commenter avec moi si vous le souhaitez. Oui, c'était quelque chose d'important de faire ça aujourd'hui, le jour de l'anniversaire de Bernard. Et je crois qu'il y a eu déjà une belle organisation de la part de mon équipe pour arriver à ce résultat, hein, parce que c'est pas évident. On avait un plan A, un plan B, un plan C. Et puis finalement, au final, c'était une cérémonie avec beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de pensées pour la famille à Bernard, et c'est bien là l'important. Bien sûr. Je crois que celles et ceux qui nous regardent ont vu le dévoilement du nouveau nom du centre de formation d'Échaud, qui est devenu centre de formation Bernard Stalter. Vous avez promis tout à l'heure, Jean-Luc, dans votre discours, un hommage national qui aura lieu également. Et vous disiez qu'il était également très attendu. Oui, il aurait déjà dû avoir lieu l'an dernier. On espérait, avec la situation sanitaire qui s'est améliorée, qu'il puisse avoir lieu au mois de septembre. Donc les équipes ont commencé à travailler dessus avec l'appui de CMA France et Joël Fourny. Mais cet hommage est à venir et cet hommage viendra. Cet hommage, on en a aujourd'hui besoin. Encore une fois, pour remémorer la mémoire de Bernard. C'est aussi important pour la famille qui, jusqu'ici, n'a pu faire de deuil, hein, puisque l'an dernier, je vous rappelle les conditions dans lesquelles on s'est retrouvés, dans un cimetière à 20 personnes, ce qui ne ressemblait absolument pas à ce qu'était Bernard. C'était vraiment, et on a connu une année qui ne ressemblait vraiment pas à ce qu'appréciait Bernard. Aujourd'hui, se dire qu'on se fait un check plutôt que de se claquer la bise, pour lui, c'était impensable. Oui. Et partout où il était, il avait besoin qu'il y ait du monde, qu'il y ait des gens qui soient présents. Et vraiment, voilà, on était vraiment dans une année horribilis, mais une année qui ne ressemblait absolument pas à l'image de Bernard. Il aurait eu 64 ans aujourd'hui. Je pense que la date n'a pas été choisie au hasard, bien entendu. Non, bien sûr que non. Bien sûr que cette date, je voulais absolument, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que ça soit aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Et Bernard était un infatigable ambassadeur de l'artisanat. Il a consacré sa vie à cela. Vous-même, vous étiez sur ses traces. Je sais qu'il vous, on peut dire, il vous couvait. On peut dire ça un peu. Je suis à ses côtés depuis 2004.
s'est rencontrés en 2004. Et là encore, Bernard, la première des choses, on s'est vu 15 minutes et le courant est tellement bien passé. En sortant, il m'a claqué la bise, il me tutoyait et on s'est tutoyé, on s'est toujours suivi. Et j'ai vu aussi l'évolution du personnage parce que le personnage de 2004 à 2021 a forcément évolué dans ses prises de parole, dans sa façon de faire, dans son carnet d'adresses aussi qui s'est étoffé au courant des années. Et pour moi, c'était vraiment un bonheur que d'être à ses côtés. Et puis, vous savez, je buvais ses paroles à côté de lui. Et c'est vrai entre guillemets, il avait prévu, parce qu'il a toujours 2 coups d'avance, pas un, il avait 2 coups d'avance. Il avait prévu que je devienne quelque part un jour son successeur. D'ailleurs, il m'a mis ma secrétaire générale dans les pattes, entre guillemets aussi, à cette période, il y a quelques années, en faisant un travail commun sur le rôle de l'artisan. Et il a vu que ça matchait entre nous deux. Et puis, donc, il avait déjà imaginé la suite. Bien sûr qu'on ne l'imaginait pas de cette façon-là, mais on devait l'un et l'autre continuer le chemin ensemble. Muriel Pénicaud, je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez fait la connaissance de Bernard Stalter. J'ai fait la connaissance de Bernard Stalter fin 2017. Fin 2017, j'annonce qu'on va faire une grande réforme de l'apprentissage. Nous étions persuadés avec le président de la République que c'était une grande voie d'avenir, d'excellence, de passion pour les jeunes et qui était trop peu valorisée en France. On le disait depuis longtemps, mais on avait décidé d'agir et de faire une grande réforme qui modifie cette situation. Et donc j'ai rencontré l'ensemble des acteurs concernés. Parmi ces acteurs, il y avait Bernard Stalter, président des chambres de métiers. Et ce qui s'est passé immédiatement, c'est que d'abord, j'ai vu qu'on partageait totalement notre vision sur l'artisanat, sur l'apprentissage, sur l'avenir des jeunes, sur la voie d'excellence et puis que ça pourrait représenter pour les jeunes, la chance pour les jeunes et pour les entreprises dont c'est la relève. Et ce qu'il a fait immédiatement, c'est qu'il a mobilisé l'ensemble, comme il savait mobiliser. Là, je crois qu'on l'a tous dit, il avait une capacité de mobilisation collective, une énergie, un leadership extraordinaire. Il a mobilisé toutes les chambres de métiers pour faire un livre blanc sur l'apprentissage, faire des propositions pour la réforme. Et je peux vous dire aujourd'hui que la réforme, elle aurait été différente, elle aurait été, sur certains aspects, moins poussée, s'il n'y avait pas eu Bernard Stalter entraînant tout le monde et faisant ses propositions. Et ensuite, quand on a mené cette réforme, quand elle a été votée, il a été un infatigable ambassadeur partout en France de cette réforme. On se parlait parfois en disant moi, je suis allé en Alsace, moi je suis allé dans le sud-ouest, au personnel en Bretagne, bon alors il y en a un qui va dans le sud-est. Il a été vraiment un ambassadeur et puis on continue tout le temps. Il continuait d'aller sur le terrain, moi j'allais sur le terrain aussi, de veiller, de vérifier que ça marchait bien. Il a demandé plusieurs fois des corrections au cours de route sur des aspects qu'il fallait fignoler dans la réforme. Il débarquait au ministère le soir en disant oh là, il y a un truc que j'ai vu sur le terrain, là ça va pas, est-ce qu'on peut changer le texte? On a travaillé comme ça, main dans la main, et c'est comme ça qu'on est devenus vraiment profondément amis. On m'a dit même, mais je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous le confirmer, que cette loi, finalement, vous l'avez écrite à 4 mains. On l'a écrit à des centaines de mains. Oui, bien sûr, bien entendu. Parce qu'il y avait beaucoup de mains. Oui, mais en tout cas... Mais oui, il a eu un rôle très important. On l'a vraiment porté ensemble, tout à fait. C'est un vrai personnage. Peut-être vous pouvez nous confirmer. On m'a dit également que la première fois qu'il a rencontré notre président de la République, Emmanuel Macron, 10 minutes après, il ressortait avec son numéro de portable et il le tutoyait. La légende le dit, mais c'est très vraisemblable. Oui, c'est un personnage haut en couleur. Il adorait la vie, il adorait les gens, il adorait l'Alsace, l'apprentissage, l'artisanat. Il buvait tout et il voulait. Je pense qu'il avait une passion, une intensité de vie que je comprends, que je partage et qui en faisait un personnage. Que beaucoup de gens aiment. Aujourd'hui, moi, ça m'a frappé dans le témoignage. C'était pas des discours convenus. Tout le monde a une histoire personnelle forte avec Bernard Stalter. C'est quelqu'un qui a créé du lien humain, qui a créé des ponts, qui a créé du lien humain en permanence. Et c'est ça aujourd'hui qui va continuer. C'est que ce qu'il a créé là continue pour l'artisanat, pour l'apprentissage, pour les territoires d'Alsace. Je crois que c'est tout ça l'héritage qu'il laisse aussi. Il était obsédé de la transmission, mais il nous a transmis beaucoup. Oui. Joël Fourny, vous avez succédé à Bernard Stalter à la tête de CMA France.
Donc c'est l'Assemblée nationale des chambres des métiers. Hein. Oui, c'est le regroupement de où on retrouve l'ensemble des présidents de départements et de régions qui travaillent, je dirais, dans l'intérêt même d'apporter des solutions d'un point de vue offre de services aux entreprises artisanales sur le terrain, et notamment pour travailler sur le volet apprentissage en particulier. Un mot sur le personnage Bernard Salter, vu par vous. Bernard, c'était quelqu'un d'extrêmement passionnant. Quand il a choisi de s'engager en tant que président de CMA France, c'est là où j'ai commencé à le rencontrer un peu plus, parce qu'évidemment, il avait besoin d'avoir quelques personnes de confiance autour de lui, et en tout cas, j'en faisais partie, et j'en suis ravi d'avoir partagé ces 4 années dans le mandat national à ses côtés, parce qu'à partir du moment où vous aviez sa confiance, vous pouviez tout faire avec lui. Et je peux vous dire qu'à aucun moment vous aviez l'intention d'hésiter ou quoi que ce soit. Il avait une telle passion, une telle envie d'avancer, de faire en sorte que ça puisse apporter énormément pour le secteur de l'artisanat et pour les artisans en particulier et pour les jeunes, comme ça a été très bien dit. Je pense qu'on ne pouvait absolument pas reculer devant tout ce qu'il nous proposait. Et quand on a commencé à travailler sur l'apprentissage et notamment sur la réforme que la ministre Madame Pénicaud et Muriel ont proposée, bien sûr, ça a été, j'irais, le jour où il nous a dit « Mais attendez les gars, il faut qu'on fasse un livre blanc, il faut qu'on mette vraiment un certain nombre de propositions à l'intérieur pour que ce soit repris au maximum. » Et là, comment on pouvait lui dire non? Comment on aurait pu lui dire non à ce moment-là? Tout le monde était convaincu que lui, il allait porter le message. Non seulement il y avait le livre blanc qui était établi, mais il allait défendre la cause aussi auprès des ministères, etc. Et je pense qu'avec Muriel, vous avez énormément travaillé. Et je le savais parce que très souvent, il partait de CMA France et il s'en allait au ministère. Et comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, je veux dire, il allait à n'importe quel moment de la journée, de la soirée, pour aller, j'irais, prêcher la bonne parole en quelque sorte. Et il y a eu des éléments extrêmement importants qui ont été repris. J'en prendrai un simplement, notamment qui me paraît essentiel, c'est la prépa apprentissage que vous avez repris. Ça, c'était quelque chose qu'il avait à cœur. Une innovation. Voilà, une innovation importante, mais qui est extrêmement importante. Et je peux vous dire que dans une période dans laquelle on est, comme actuellement, crise économique et je dirais d'incertitude pour les jeunes, c'est un sas extraordinaire pour permettre aux jeunes de pouvoir aller voir, découvrir, essayer de toucher la matière, essayer de découvrir les différents métiers et peut-être s'engager sur l'apprentissage. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire, on est à 70% des jeunes qui sont rentrés dans la prépa et qui ont fait au final le choix d'aller vers l'apprentissage et ont trouvé une opportunité au travers de la signature d'un contrat d'apprentissage. C'est ça la réalité des choses. On va en parler abondamment tout à l'heure. Quant à vous, Jean-Louis Mouton, vous êtes le président de l'ACMAR Grand Est. On peut dire que c'est la chambre régionale des métiers de par C'est la chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est. Voilà. Parce qu'on a bien changé depuis le 1er janvier, où on est devenu la chambre des métiers du Grand Est. D'accord. Un souvenir concernant Bernard Salter, vous aussi? Alors, oui, comme il aimait le dire, avant 2014, on se croisait dans les amphithéâtres de la PCMA, mais on était, on était dans des régions différentes. Moi, je suis issu de Haute-Marne, donc région Champagne-Ardenne, fortement impliquée en Champagne-Ardenne. Et puis, à partir de 2014, quand on a commencé à réfléchir, ou ça a été réfléchi au niveau national sur les regroupements des régions, et puis quand il y a eu ce projet de région regroupement nos 3 anciennes régions, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, c'est là où on a commencé à travailler. Et c'est vraiment là où j'ai trouvé le déclic de travail avec Bernard et son implication, et puis surtout sa motivation à pouvoir nous réunir avec les diversités complètes entre 3 régions complètement différentes, tant en forme au niveau de la densité que de l'économie, et que même par rapport à certaines valeurs, si on parle d'apprentissage entre l'Alsace et les autres départements du Grand Est, et puis ces particularités avec notamment ce droit local. Et c'est vraiment à partir de 2014-2015 où on a travaillé justement à cette construction de la région Grand Est, où je me suis vraiment trouvé impliqué dans cette construction auprès de Bernard. Je voudrais qu'on regarde un sujet maintenant que nous a adressé Agnès Pannier-Runacher. Elle est ministre de l'Industrie au sein du gouvernement actuel. Elle n'a pas pu être présente à Strasbourg, à Échaud avec nous cet après-midi, mais elle a absolument, et ça dit tout aussi, de sa relation très personnelle qu'elle a eue avec Bernard Salter, elle a tenu à nous faire part de son sentiment à ce sujet. Agnès Pannier-Runacher. Quand je pense à Bernard Salter, je pense à quelqu'un de bienveillant,
de chaleureux, de passionné aussi, et de toujours positif. Les premiers souvenirs que j'ai de Bernard quand je suis rentrée au gouvernement, c'est quelqu'un qui m'avait pris sous son aile. Je ne connaissais pas l'artisanat. Il avait la passion de l'artisanat, la passion de son métier d'abord, la coiffure, mais également la passion plus large de l'ensemble des métiers de l'artisanat. J'ai trouvé que la manière dont il me l'a communiqué et en même temps il essayait de me faire inventer de nouveaux dispositifs, de nous faire bouger au niveau du gouvernement, toujours au service des artisans, était quelque chose d'assez formidable. Ce qui frappait également, c'est qu'il aimait profondément les gens, en fait. Il était dans la chaleur, dans le contact, dans l'échange. Et je me rappelle qu'au démarrage de la crise de la Covid, il était extrêmement inquiet du devenir de ces artisans. Il était surmobilisé sur tous les fronts. Et moi, j'étais inquiète parce qu'il avait du mal à respecter les gestes barrières. Ça allait profondément contre sa nature. J'ai 2 souvenirs un peu personnels avec Bernard. Le premier, c'est quand il m'avait invité au salon de la coiffure qui était porte de Versailles et que sans me prévenir, il m'avait poussé sur une scène devant plusieurs milliers de coiffeurs pour prendre la parole en me disant « Tu verras, c'est très important, comme ça tu pourras donner le message du gouvernement ». Ça, c'était Bernard, c'était ce côté toujours positif, on va de l'avant, on parle aux gens. Et le deuxième souvenir, c'est quand il est parti aux urgences et qu'il m'a envoyé un message pour me dire voilà, je suis Covid positif, mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Et je sais que tout le cabinet, en fait, était très inquiet. Et on suivait jour par jour, on essayait d'avoir des messages. Il nous en a donné aussi longtemps que possible. Parce qu'en fait, il avait su tisser des liens avec nous tous au sein de cette petite équipe de 6 personnes à l'époque. Et donc, lorsque j'ai appris avec cette équipe la nouvelle de son décès, on était tous vraiment très affectés. Et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Et je veux saluer Agnès, sa femme, et son fils Benjamin. Voilà, je trouve que c'est une très belle idée de donner son nom à un centre de formation des apprentis. Je suis sûre qu'il l'aurait beaucoup apprécié et je suis heureuse que son nom continue à rayonner dans les années qui viennent. Voilà le très beau témoignage d'Agnès Pannier-Runacher. On sent toute l'émotion dans sa voix. Elle ne pouvait pas être là avec nous, mais c'est très bien qu'elle ait témoigné par ce biais. Muriel Pénicaud, à propos de cette loi à laquelle vous avez tant travaillé, bien entendu, et ça dès le début de votre mandat, en 2017, avec Bernard Stalter, vous avez dit que c'était une révolution copernicienne. Alors, 30 secondes pour nous expliquer. 3 ans plus tard, on est toujours dans la même révolution copernicienne ? Je pense que la révolution, elle est derrière nous. Maintenant, c'est la dynamique. Oui. Il y a eu la première année de la réforme, plus 16% d'apprentis. La deuxième, plus 20% malgré la crise. On a fait aussi ce qu'il fallait pour les aides pour soutenir cette période difficile. Même dans nos ambitions les plus fortes, je ne pense pas qu'on osait croire qu'on irait aussi vite dans la progression. On était sûr que ça allait progresser, qu'on avait ôté plein de verrous. Mais je pense que la plus grande conquête, c'est qu'on a cette dynamique. Il y a beaucoup plus de jeunes qui peuvent bénéficier de l'apprentissage, choisir un métier qui les passionne, qui les fasse sens, qui utilise la main, la tête, le cœur, mais aussi qui leur permettent de devenir entrepreneurs. Un tiers deviennent des chefs d'entreprise, notamment dans l'artisanat, ou de continuer la formation à tout niveau. Pour les entreprises, c'est la relève. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que je pense que l'opinion publique française a changé là-dessus. L'opinion publique, maintenant, reconnaît que l'apprentissage, c'est une voie qui a de la valeur, qui a de l'excellence. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a plus 40% de demandes des jeunes par rapport à avant. Je crois que collectivement, avec Bernard, avec tout le monde, on a franchi cette étape-là. On a levé les verrous législatifs, juridiques, financiers qui existaient, mais on a surtout ensemble, et ça c'est vraiment un travail collectif, et sur lequel la voix de Bernard a beaucoup compté, on a passé le cap, qui est que je pense qu'on ne reviendra pas en arrière, et que dans notre pays maintenant, l'apprentissage, ça sera vraiment une voie d'excellence, reconnue. Jean-Luc Hoffman, j'imagine que ce que vient de dire Mme Pénicaud résonne fortement chez vous et positivement. Elle nous dit grosso modo que le regard du pays a changé depuis que cette loi est... Ah, clairement. Mais je voudrais revenir sur Bernard en disant il a été président, il a été à la tête de 2 CFA, donc le CF Bernard Stalter ici, et un autre à Mulhouse. Ça fait 1500 jeunes. Ça fait 1500 jeunes, et nous, les élus,
on donne une orientation politique, on donne une orientation budgétaire qui va dans le sens de ces jeunes. Et je pense que Bernard n'aurait pas été aussi érudit à la longue s'il n'avait pas eu cette connaissance s'il n'avait pas eu ces 2 CFA sous son égide. Et ça, c'est très important parce que chaque fois qu'on vient, qu'on a un petit coup de blues, on vient, on va faire le tour de nos CFA, on revient, on est revigoré, on voit des jeunes qui travaillent, qui aiment faire un métier, qui évoluent avec un métier, alors qu'avant, ils n'avaient aucune perspective. Et ça vous donne une force pour avancer, pour prendre des décisions, pour vous battre aussi, parce que c'est important de se battre. Et les combats ne sont jamais finis. Et on en connaît, nous, ici, des combats en Alsace. Il en a mené, Bernard Stalter, des combats, comme vous disiez tout à l'heure, Madame la Ministre. Jean-Louis Mouton. Pardon, juste rebondir sur un point. J'en prie. Parce que la force de Bernard, et c'est ce qu'on partage aussi, c'était en voyant les artisans et les jeunes qui trouvaient son énergie, je pense. Moi, quand j'étais ministre, j'ai visité plus de 50 CFA, dont un grand nombre avec Bernard. Et à chaque fois, voir les yeux qui brillent des jeunes, qui se projettent dans l'avenir et qui croient, mais ça vous redonne la patate. Et après, on allait traiter les sujets législatifs, financiers qu'il faut connaître et qu'ils connaissaient par cœur. Et ça a été très précieux parce que ça nous a permis de débloquer ce qui bloquait vraiment concrètement. Mais je crois que chaque fois qu'on donne la chance à un jeune de se projeter dans l'avenir, de réussir, eh bien, tout le monde le reçoit et je crois qu'il était nourri par ça aussi. Absolument, on peut tous en témoigner. Jean-Louis Mouton, cette loi Pacte dont on parle aussi également, au départ avait projeté de fusionner les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers. Il y a eu un combat important contre cette mesure de la part de Bernard Stalter. Il avait le sens de la formule, Jean Levé, qui disait « Travaillons ensemble, mais faisons chambre à part ». Je crois que tous les sourires sur le plateau montrent bien que les bons mots de Bernard, il avait le sens de la formule. Ce n'était pas la peine qu'il fasse de longs discours. Vous vous souvenez bien sûr de ces combats. Il y a également la régionalisation des chambres de métiers. Il reste des frondeurs aujourd'hui. Il y a des chambres de métiers départementales qui pensent qu'elles vont perdre un petit peu leur autonomie dans le nouveau système. Comment vous prenez le relais de Bernard Stalter à ce sujet ? Alors, revenir peut-être par rapport à la décision, je me souviens d'un séminaire à Niort où on a justement pris la mesure de cette loi Pacte et puis éventuellement peut-être l'avenir du réseau des chambres de métiers et où il y a eu une décision pratiquement unanime à plus de 95% de décider, c'était tous les présidents de chambres de métiers qui étaient réunis, de décider d'une régionalisation de nos artisans, de nos chambres de métiers, plutôt qu'un rapprochement au niveau des CCI où peut-être il y avait d'autres éventualités. Et ce but, et on le voit, et c'est d'autant plus criant, sans parler des frondeurs, il y a des différences, rien ne permettait de nous unir vraiment nos 3 anciennes régions. Et on y est arrivé avec Bernard, avec des difficultés, mais que l'on remonte tous les jours. Mais c'est normal. Mais ce n'est pas qu'en Grand Est. Je veux le dire aussi que c'est partout. Il y a des différences. Il faut qu'on les accepte. Il faut qu'on adapte également cette loi Pacte et puis ce fonctionnement régional. Il faut qu'on l'adapte également aux spécificités territoriales et aux spécificités du Grand Est. Et ça, moi, voilà. Et j'y crois. Alors après, je ne veux pas non plus parler de différences énormes, parce que les différences aujourd'hui, le travail que l'on fait en Grand Est, c'est pour les artisans, c'est pour l'apprentissage, c'est pour la jeunesse, c'est pour nos 105 000 entreprises. C'est pas par rapport à nos territoires, mon ancienne chambre de métier de Haute-Marne ou mon ancienne chambre de métier de X tel ou tel département. Aujourd'hui, où on doit travailler aujourd'hui dans l'état d'esprit au niveau de la Chambre des métiers du Grand Est, c'est le travail pour les apprentis, le travail pour nos avenirs, pour nos métiers, pour nos artisans, et c'est ce qu'il faut garder en tête. Aujourd'hui, on sauve les chambres de métiers d'avoir régionalisé, d'avoir mutualisé avec
je suis un des plus petits départements. Bernard n'aimait pas quand je disais ça, mais la Haute-Marne est un des plus petits départements. On voit bien qu'à un moment ou à un autre, on ne pouvait plus continuer à assurer le service minimal aux entreprises et au public en étant tout seul. Et c'est bien la mutualisation de nos 10 départements, et je parle bien des 10 départements aujourd'hui, qui fait la force de notre réseau et qui va nous permettre de sauver les services et notamment l'appui aux entreprises et l'appui à nos jeunes. Et c'est ce qu'il faut garder comme message et que je veux faire passer comme message aujourd'hui. Alors, je vous précise à tous que j'ai une oreillette là qui me relie à notre technique et on me raconte que le Facebook est exceptionnellement suivi. On ne connaît pas les chiffres, bien entendu, mais je voulais vous dire, vous êtes très écoutés, madame, messieurs. Joël Fourny, vous êtes président de CMA France, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut, je vous demande en quelques instants, assez rapidement, de tirer le bilan de la loi PAC, enfin pas le bilan. Alors, moi, quel impact elle a eu, cette loi, vous les mesurez? Je ne ferai pas un bilan précis, mais en tout cas, je constate aujourd'hui que l'engagement qu'on avait pris et qui avait été, porté par Bernard sur le fait de rentrer dans la régionalisation et sur la finalisation de la loi dans le cadre de la régionalisation au 1er janvier 2021, c'est une réalité aujourd'hui. Donc on est vraiment en phase avec ce qui avait été prévu. Et je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Bernard était convaincu que si on voulait garder le réseau des chambres de métiers et permettre, qu'on puisse avoir notre existence dans l'intérêt de l'action qu'on peut mener sur l'ensemble du territoire et de manière à être plus efficace encore en proximité en termes d'offres de services à apporter aux entreprises artisanales. Et Jean-Louis le disait très justement, on avait des chambres départementales qui n'avaient plus les moyens de pouvoir mettre un ensemble d'offres conséquents sur le territoire. Là, par l'intermédiaire du fait qu'on regarde par le niveau régional, on a cette possibilité de pouvoir offrir, un panel, important auprès des entreprises artisanales, et quelle que soit la situation géographique de l'entreprise, notamment. Ça, il était très attaché à ça, Bernard. En fait, pour lui, sa conviction, c'était de dire on a de raison d'être élu au sein d'une chambre de métier, au sein d'un réseau d'une chambre de métier, si et seulement si on est capable de confirmer très concrètement ce qu'on peut apporter à l'artisan, ce que l'on peut apporter dans le domaine de la formation, etc. Et je pense et d'ailleurs, il était très blessé, très souvent blessé, quand on voyait des rapports de la Cour des comptes, des rapports X et Y, où on faisait un état des lieux assez critique, et je pense qu'on va en avoir un qui va sortir dans les jours qui viennent, où on fait un état assez, sévère de la situation et du rôle que jouent les chambres de métiers, alors que ce n'est pas la réalité des choses. C'est qu'en fait, il y a une méconnaissance du service et de l'engagement des chambres sur le terrain. Et je pense que c'est au travers de ça qu'on a cette possibilité maintenant, le fait d'avoir une restructuration qui s'est mise en place, une capacité de contractualisation aussi avec les régions et avec les présidents de région. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, je me ravis de la contractualisation qui s'est faite ici dans la région Grand Est avec le président régional et bien sûr le président Mouton, dans l'intérêt même d'apporter un réel service à l'ensemble des entreprises du Grand Est et quelle que soit la situation géographique. Et pour moi, il n'y a pas de petits départements, de gros départements. Ce qu'il faut, c'est regarder quelle est l'offre de service qui correspond aux besoins de l'entreprise. L'entreprise aujourd'hui, elle a besoin d'être accompagnée pour lui permettre un développement. Elle a besoin d'être accompagnée pour former, pour lui permettre d'avoir la confirmation qu'il pourra y avoir un renouvellement derrière. Il y a un engagement très fort sur la transmission reprise d'entreprise. Quand on sait qu'il y a 300 000 entreprises sur l'ensemble du territoire national à céder dans les 10 ans qui viennent, c'est énorme. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des compétences nécessaires pour pouvoir passer, cette période particulière. Jean-Luc Hoffmann, pour conclure ce premier plateau, dans la loi PAC, il y avait une forme de libéralisation qui intervenait. Certains présidents de chambres de métiers se demandaient à quelle sauce ils allaient être croqués, en quelque sorte. Or, le temps a passé et on s'aperçoit que partout, et notamment en Alsace, la chambre des métiers reste une référence de confiance dans les faits. Surtout par rapport à la situation qu'on vit actuellement, on est mis à contribution. On est mis à contribution d'un côté par l'État, qui nous demande de faire le dernier kilomètre, mais également mis à contribution de l'autre côté pour les remontées des problématiques aujourd'hui pour traverser la crise qu'ont les artisans. Et on le fait, et on le relaye, et on appuie dessus autant qu'il le faut. Depuis un peu plus d'un an, on est présent. Et je pense qu'on a
les chambres consulaires ont montré leur pertinence à exister pendant cette crise. Et c'est très important, il faudra s'en souvenir, ça, parce qu'on est sur la proximité, on est sur le territoire différent, on a un maillage territorial qui est important, et il faudra s'en souvenir, ça. Il ne faudra pas vouloir éliminer les chambres consulaires. Et d'ailleurs, me revient en mémoire un chiffre que vous aviez cité, je ne l'ai plus en tête là maintenant, mais c'était réellement impressionnant. À propos de la Covid-19, la Chambre des métiers d'Alsace a passé des milliers de coups de fil. On a passé dans un premier temps près de 30 000 appels. Voilà. 30 000 appels sortis Chambre de métiers d'Alsace vers les artisans. Il faut savoir qu'en Alsace, on a 40 000 entreprises artisanales. Hein. Donc ça représente quand même pas mal. On a fait cet effort qui était important à mon sens et que j'ai voulu continuer. Et aujourd'hui, c'est toujours encore quelque chose que je veux continuer ici en Alsace, c'est qu'on est là pour accompagner les artisans qui sont en difficulté à traverser la crise. Et je crois que Bernard n'a pas fait différemment. Et il m'a appris à aimer tous les métiers, à aimer l'artisanat de manière générale. Et ça fait que on se bat tous les jours pour qu'on ait le moins de casse possible à la sortie. Merci Jean-Luc, vous restez avec nous pour le plateau suivant. Madame, messieurs, merci d'avoir participé, merci d'être venus jusqu'à nous pour dialoguer à propos de l'artisanat. L'artisanat, on va continuer à en parler. On va continuer à en parler longuement pendant les 3 quarts d'heure environ qui nous restent. Et on sait tous que l'artisanat, et c'est une constatation qui a été faite tant au niveau national qu'au niveau de toutes les chambres de métiers départementales, l'artisanat a besoin d'ambassadeurs. Vraiment, l'artisanat a besoin d'ambassadeurs. Et parmi ces ambassadeurs de l'artisanat, pour chaque chambre de métier, il y a bien entendu les responsables politiques des régions concernées. Et c'est ce plateau que nous allons entamer maintenant. Bienvenue Jean Rotner, vous êtes président de la région. Oui, vous pouvez enlever votre masque si vous le souhaitez, madame, monsieur. Bienvenue Jean Rotner, vous êtes président du Grand Est, de la région Grand Est. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Je voudrais saluer également Frédéric Berry, vous êtes président de la communauté européenne d'Alsace, tout frais et moulu président de la toute fraîche et moulue communauté européenne d'Alsace. Et bienvenue à Pia Ims, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Je vais vous citer une statistique, mais personne sur ce plateau ne l'ignore. Le potentiel de l'artisanat, quand on regarde toutes les études qui convergent, c'est absolument impressionnant. 80% d'insertion professionnelle pour les jeunes à l'arrivée. Un apprenti sur 2 qui, au final, devient chef d'entreprise. On aura d'ailleurs des apprentis sur le plateau qui va vous suivre. Donc, un apprenti sur 2 qui devient chef d'entreprise, c'est extraordinaire. Et surtout, le chiffre était cité tout à l'heure, 25% des entreprises à reprendre dans les 10 années qui viennent. On voit bien là tout le potentiel incroyable de cet artisanat. Jean Rotner, quelles sont les aides que la région Grand Est accorde? Peut-être quel est l'intérêt général de la région Grand Est vis-à-vis de l'artisanat et quelles sont les aides concrètes que vous avez mises en place, qui sont mises en place? Mais écoutez, avant de parler d'aide, moi j'aimerais quand même parler un peu de Bernard, puisqu'on a des auditeurs un peu sur tous les réseaux. Je crois que Bernard est à l'origine de beaucoup d'aides. Ça a été dit par Jean-Luc tout à l'heure, mais il est su impulser au niveau de l'ensemble des collectivités, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, une volonté que l'on retrouve au quotidien sur nos territoires. Vous avez un petit problème de micro qui est tombé, on va vous donner un autre micro. Pour que, voilà. Je vais le rectifier. Jean Rotner, qui est un spécialiste des plateaux, sait d'avance comment ça marche. Voilà, il a été rétabli, c'est pas beau ça? Bravo. Je disais que c'était... en tout cas, il a su impulser une dynamique qui fait qu'aujourd'hui, on parle de l'artisanat comme une réussite, comme quelque chose qui imbibe véritablement nos territoires. Et donc, les aides des collectivités, quelles qu'elles soient, elles s'imposaient. Et elles s'imposent toujours aujourd'hui, et elles sont dans une histoire que nous continuons à écrire avec Jean-Luc ou Jean-Louis à l'instant sur votre plateau, c'est de savoir comment nous nous plaçons à côté des chambres de métiers, quelles qu'elles soient, avec leur histoire, avec leur force, avec leur capacité d'agir vis-à-vis de leurs ressortissants, vis-à-vis des jeunes en formation, pour que notre territoire devienne le plus performant possible au service de nos concitoyens. Voilà l'action de la région. Aujourd'hui, on est à Échaud ici, mais Bernard, il était féru. Un jour, il est tombé sur le ICFA. Il m'a dit, c'est une idée géniale. Il m'a invité ici, on a signé, banco, Échaud est devenu un ICFA. Un jour, je lui fais l'inverse. Nous étions à Mulhouse, un autre CFA qu'il affectionnait beaucoup,
et on rentre dans une espèce de salle de vente de la filière automobile. Je dis, c'est pas digne. C'est pas digne des artisans. Il faut aujourd'hui que cette salle de vente, elle devienne une salle de vente numérique, qu'elle s'adapte aux nouvelles techniques de vente des artisans. Beaucoup, on a signé avec Jean-Luc, parce que Bernard n'est plus là, mais en hommage. Et parce que ça a été impulsé par Bernard, eh bien nous sommes présents finalement sur toutes les dynamiques aujourd'hui de modernisation, de digitalisation, de nouvelles formes d'artisanat qui sont en train de se développer. Et en même temps, eh bien, grâce à Bernard, on considère que l'artisanat d'art, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Nous étions ensemble le 8 mars rendre hommage à une ferronnière d'art de père en fille. C'était absolument exceptionnel. On a vécu un moment génial. Bernard, vous savez, il m'a tout fait faire. Il m'a fait faire du pain. Et je suis devenu boucher pendant quelques instants, menuisier, ferronnier. J'ai appris à poser des bigoudis. Désolé, cher Frédéric. J'ai tout fait avec lui par passion, parce que allez, vas-y, essaie, regarde, c'est pas difficile. Alors lui, il avait l'habitude, c'était son quotidien. Et nous, il nous a fait rentrer dans cette histoire collective, dans cette notion finalement de passion pour ces artisans de proximité, pour ces acteurs de la vie quotidienne, pour ceux qui savent rendre service ici en Alsace à nos habitants des territoires au quotidien. Ben moi, j'ai été enchanté de le suivre. Et je le disais tout à l'heure dans mes mots, il est toujours là pour moi. Dans les décisions que je prends, je me dis, parfois je m'adresse à lui, je me dis, Bernard, qu'est-ce que tu aurais fait? Ouais. Et souvent, la réponse, elle s'impose. Allez de l'avant. Alors, on sait aussi qu'il ne pardonnait rien, y compris aux puissants. Il était d'une vigilance totale. Vous savez, on s'est engueulé ensemble, voilà. Mais pour se réconcilier dès qu'on était d'accord. Il avait les coups de gueule, j'avais les miens. Enfin, on a tous vécu ça. Mais il était vrai. Il était sûr. Et quand il donnait sa parole, il la tenait. Quand on topait, eh bien derrière, on déroulait. Et ça a été toujours comme ça. Alors parfois, il faisait du rentre-dedans. Pour le plan de numérisation, je me souviens, on était parti en delà des 5 millions qu'on donne maintenant chaque année aux chambres des métiers. C'est Bernard qui l'a arraché au forceps, devant ses collègues du conseil régional. Il y a des arbitrages à avoir. Il a convaincu tout le monde qu'il fallait y aller. C'est ça, Bernard Stalter. C'est cette dynamique-là, c'est cette envie. Et donc les aides que nous apportons aujourd'hui, elles sont issues finalement du fait que l'artisanat, la formation des jeunes, les territoires, l'aménagement du territoire étaient indissociables, naturellement de Bernard et de sa volonté, mais étaient indissociables des politiques publiques que nous menons aujourd'hui, que ce soit au département, que ce soit à l'Eurométropole. Je pense que nous sommes tous imprégnés bien de cette volonté d'être présents en proximité, et tout particulièrement ici en Alsace et à Échaud. Frédéric Bierry, alors vous connaissez bien Bernard Stalter également, vous allez sûrement avoir un mot à sa mémoire. Je voudrais aussi que vous enchaîniez, comme l'a fait Jean Ranter, sur les aides de la communauté européenne d'Alsace. Et je pense en particulier au rôle social qu'avaient les départements, qu'a la communauté européenne d'Alsace, et en faculté, comment dire, dans cette possibilité de rebond que l'apprentissage propose aux jeunes qui, quelquefois, sont allés dans des voies qui ne leur correspondent pas, pour X raisons, plein de raisons en fait, et l'apprentissage est là, prêt à leur fournir une solution de rebond. Mais d'abord, un mot sur Bernard Stalter, sans doute. Alors, on n'est pas tous d'accord avec Jean Rodner, comme vous le savez, mais avec Jean Rodner, comme vous le savez, mais sur ce point-là, on partage le même enthousiasme, parce que Bernard a eu un tel don de soi, un tel engagement. C'est grâce à Bernard, de toutes ces années, qu'on a mieux découvert le potentiel de l'artisanat. Il a rendu sexy, avec ses grandes moustaches, il a rendu sexy l'artisanat. Nous, on était surtout là pour l'écouter, pour faciliter la vie des artisans, parce que c'est ça finalement notre enjeu. Malheureusement, le contexte de la loi NOTRe a fait que la marge de soutien qu'on pouvait apporter, les collectivités départementales, à l'artisanat était réduite. C'est-à-dire qu'on n'a plus droit aux aides directes. Alors on a essayé de trouver des moyens de soutenir l'artisanat. On a fait un grand plan de relance de 200 millions dans lequel on a soutenu les artisans, notamment plus de 2000 entreprises sur le territoire alsacien pour un certain nombre de dépenses sanitaires. Donc là, on a réussi à donner un coup de pouce. Moi, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut faciliter la vie des artisans. Finalement, c'est ça que nous a transmis aussi Bernard, c'était comment on peut faire levier de développement pour l'artisanat. Alors,
il a évoqué les problèmes de l'artisanat. Un des premiers problèmes, c'est bien évidemment le recrutement. C'est trouver suffisamment de jeunes, d'apprentis pour reprendre les entreprises. On le voit, c'est un souci que vous avez évoqué. Et là, on s'est dit, mais quel rôle peut jouer les départements, comme aujourd'hui la collectivité européenne d'Alsace? C'est par exemple susciter l'envie des jeunes générations. On est en train de créer, dans beaucoup de collèges, les sections métiers d'excellence études. Pour donner envie, pour faire découvrir les métiers. On l'a fait sur les métiers d'art, on l'a fait sur les métiers de la restauration, on le fait aussi sur les métiers de l'industrie. Un jeune, finalement, aujourd'hui, connaît 1 à 5 métiers. Et donc, pour faire ça, pour choisir sa voie, c'est compliqué dans ce contexte-là. Donc, faire connaître ces métiers, montrer comme ces métiers sont extraordinaires. Moi, je me souviens d'une des premières démarches de Bernard sur mon territoire quand j'étais encore maire, c'était les journées portes ouvertes des artisans. Et donc, je faisais le tour de tous les artisans de mon territoire et je voyais ces jeunes qui avaient les yeux qui brillaient en découvrant les métiers. Plus on pourra sensibiliser les jeunes générations, et on voit le succès de l'apprentissage, c'est une bonne nouvelle. En Alsace, ça a toujours été très important, mais qu'on puisse encore aller plus loin en matière d'apprentissage, je pense que c'est essentiel. Et là, nous, notre collectivité, c'est de dire comment on peut agir en amont. On a vu aussi à travers la crise combien l'économie de l'essentiel, l'économie de la vie courante, qui est permise notamment par les artisans, il faut qu'on la préserve, il faut qu'on la soutienne. Donc nous, on est là dans cette collectivité en se disant, qu'est-ce qui peut avoir du sens? C'est les jeunes, bien évidemment, c'est faciliter la vie quotidienne, c'est aussi alimenter la commande publique. Quand on développe une politique de l'habitat forte, la rénovation énergétique, etc., mais bien évidemment, c'est derrière du travail pour les artisans qu'on va donner. Et puis, pour moi, il y a un enjeu aussi, c'est le transfrontalier. Bernard était aussi très attaché au transfrontalier, et on a des artisans qui exportent sur notre territoire. C'est aussi, ça contribue un peu à rééquilibrer la balance commerciale. Cette richesse-là, on doit pouvoir l'accompagner. C'est tout le sens de l'action à travers le développement du bilinguisme qu'on porte à travers notre collectivité. Voilà quelques exemples sur lesquels on veut s'impliquer fortement. On était encore il y a quelques jours avec Jean-Luc en échange. On parlait des métiers d'art. Là, on réfléchit à la possibilité de faire une exposition dans les locaux de la collectivité européenne d'Alsace sur les métiers d'art, sur le potentiel des métiers d'art. C'est fantastique. Il y a des marchés, mais par contre, on a du mal à recruter des jeunes pour ces métiers alors qu'ils sont fantastiques. Ça, ce sont des enjeux qu'on veut porter. Jean-Luc, je sens que vous voulez ajouter un mot. Quelque chose, et là, l'histoire bégaye. En 2013, la QPC qui met fin à l'adhésion obligatoire à une corporation. Bernard, immédiatement, a démissionné de sa fonction de président de Césaire pour venir en aide aux corporations, parce que les corporations, c'est notre particularité alsacienne, c'est des organisations professionnelles telles qu'elles existent historiquement et depuis des centaines d'années. Et aujourd'hui, c'est notre richesse, les corporations. C'est absolument notre richesse alsacienne. Qui est très important dans ce qui se passe ici. Ici, c'est quand même l'émanation des corporations. La Chambre des métiers, c'est l'émanation des corporations. Donc, Bernard, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup occupé des corporations et de leur permettre de survivre. Donc, par un apport financier, mais également par toute la logistique qu'on peut apporter, nous, à la Chambre des métiers. Mais aujourd'hui, on a une formidable chance, c'est d'inscrire ces corporations au niveau de la CEA et de les faire fonctionner au niveau de la CEA. Et ça, c'est l'avenir, préserver nos corporations telles qu'elles existent ici en Alsace et les inscrire ensemble au niveau de la CEA. Pia Ims, Madame la Présidente de l'Eurométropole, vous connaissiez bien aussi Bernard Stalter, bien entendu, et vous allez avoir un petit mot à sa mémoire, bien entendu, mais vous-même, au niveau de l'Eurométropole, quel est le panel d'aide et quelle est la considération globale que vous avez vis-à-vis du monde de l'artisanat? Manifestement, un potentiel, on le voit, extraordinaire, se développe. Alors, je voudrais à mon tour aussi d'abord dire comment j'ai connu Bernard Stalter, vraiment en quelques mots, et je l'ai connu sous 3 ou 4 registres. D'abord, pour la petite histoire, j'aime beaucoup la photo de Bernard qui est derrière vous, parce que c'est une photo qu'on trouve dans ces salons de coiffure que je fréquente, et il a su transmettre ses talents de coiffeur à ses employés qui l'ont beaucoup apprécié et qui l'honorent encore aujourd'hui. Donc vous étiez une cliente au départ. Absolument. Par ailleurs, donc je connais Bernard quand il était président du Césaire. Je l'ai connu sur la commune de Holzheim où il aimait
faire la visite des entreprises artisanales et apprécier que les élus soient là et partagent avec lui aussi cet intérêt. Et ses premières questions étaient toujours: est-ce qu'il y a de l'employabilité derrière? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement, d'apprentissage? Je vais vous aider. Il était comme ça. Et on s'est retrouvés sur la thématique de l'apprentissage parce que j'étais une des premières à lancer l'apprentissage à l'université, à des niveaux Bac plus 3 et 5. Et donc on discutait beaucoup sur les vertus de l'apprentissage. C'est vraiment un processus gagnant pour l'apprenti, pour le maître d'apprentissage et pour le centre de formation, et qui est d'ailleurs un dispositif porté par la région et qui a très très bien matché aussi, je le répète, à des niveaux où l'université, aujourd'hui on est convaincu, mais ça a été aussi un autre type de combat, donner les lettres de noblesse à l'apprentissage en tant que tel, à tout niveau de formation, ça mérite aussi d'être souligné. Alors pour l'artisanat en tant que tel, la métropole soutient l'artisanat avec la fête de l'artisanat, et on s'est déjà rencontrés aujourd'hui aussi et plus récemment dans le cadre de la crise sanitaire et économique, et l'artisanat est impacté. Je voudrais insister sur comment la métropole soutient l'apprentissage en général et a envie d'inciter les jeunes à aller dans cette voie. On l'a fait dans le cadre de la crise actuelle avec des fonds d'aide supplémentaires pour l'aide à l'alternance. Je crois qu'on se doit aussi, en tant qu'employeur public, être exemplaire et accueillir des apprentis, ce que nous avons fait et d'une manière renforcée ces derniers temps, parce que c'est aussi une façon il y en a énormément, alors, de tendre des... Exactement. Chiffres, j'imagine. Plus de 80, on est sur une centaine d'apprentis. Oui. C'est une autre façon de favoriser l'employabilité des jeunes. Mais pour revenir à l'artisanat strictement, je crois beaucoup à la mise en valeur de ces métiers, guidés par le sens de la belle ouvrage. Et ça me paraît important de savoir mettre en valeur ces métiers, et on sera à vos côtés autant que nécessaire pour ça. Je voudrais qu'on poursuive ce plateau et qu'on le termine avec... Muriel Pénicaud, tout à l'heure, disait que en moins de 3 ans, finalement, on a changé l'image de l'apprentissage dans notre pays, ou en tout cas, c'est en très bonne voie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus, madame, messieurs, pour changer l'image de l'apprentissage? Parce que c'est vrai, il ne faut pas se mentir, il y a quelques années, l'apprentissage était considéré un petit peu comme une voie de garage. Aujourd'hui, ça a changé. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour que ça s'enracine bien, cette notion-là? Moi, je crois qu'il y a plusieurs points. Déjà, Frédéric parlait du travail qu'il fait au niveau des collèges. Aujourd'hui, en termes d'orientation, plus on oriente tôt. Donc, c'est cette collaboration entre région et département qui doit se faire de manière... Et on a la possibilité, parce que la réforme nous permet aujourd'hui de travailler justement sur cette orientation la plus précoce possible. Ça, c'est important. Et donc, convaincre là aussi, avec des opérations qui ont déjà été citées, sur la capacité d'emmener les jeunes vers cette aventure professionnelle. On aura un bel exemple tout à l'heure dans le plateau qui va suivre, avec 2 apprentis, dont un a découvert au collège. Mais bien sûr, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. C'est pas l'orientation au lycée. On peut s'orienter après vers des formations en alternance, de l'apprentissage au niveau du supérieur. C'est vrai, et ça existe, et c'est important aujourd'hui, et c'est bienvenu. Ensuite, il faut qu'on soit peut-être plus en phase avec le monde réel. Je m'explique. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup, les professions bougent beaucoup. Et souvent, on a des maquettes de formation qui sont très rigides. On a des cartes de formation qui sont très rigides. Parfois, quand dans un CFA, on forme par habitude des boulangers alors que le bassin d'emploi n'a plus besoin de boulangers, il faut avoir le courage de fermer des formations pour en ouvrir d'autres. Et ça, c'est toute la collaboration qu'on a justement avec les chambres de métiers, avec les professionnels, pour adapter nos lieux de formation, nos cartes de formation, avec la réalité du terrain et le besoin des artisans. Ça ne sert à rien de former quand on n'en a pas besoin, c'est des voies de garage petit à petit qui se créent. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles professions, il y a des possibilités. Je prends par exemple la profession de chaudronnier, qui n'est pas forcément une profession bienvenue, mais qui, à travers une industrie aujourd'hui qui reprend du pouvoir, qui reprend de la puissance, qui reprend souvent cette nécessité d'avoir quand même un savoir-faire manuel associé à la force de l'outil de précision des machines numériques, eh bien, permet à ces apprentissages, ces lieux de formation de devenir des lieux d'excellence dont on revendique et qui a un marché de l'emploi derrière. Donc on doit s'adapter, surtout avec la crise, à cette réalité de l'emploi, cette réalité de
plus besoin des bassins d'activité. Ça, c'est notre grand défi. Il faut qu'on le fasse aussi un peu avec l'éducation nationale, Madame la rectrice. Vous pourrez Elle sera sur le prochain plateau. Voilà, ce sera le prochain plateau. Mais c'est pas facile. C'est pas simple parce qu'il y a le lycée professionnel, il y a la formation professionnelle, il y a l'enseignement général, il y a l'enseignement effectivement à travers l'apprentissage. Il faut que nous soyons plus agiles, plus rapides, plus efficaces là-dessus. Et c'est cette collaboration entre effectivement le monde professionnel, l'éducation nationale et les collectivités que nous sommes qui doivent montrer la voie. Frédéric Bierry, si je vous parlais tout à l'heure de, de rebond, c'est parce que j'étais toujours frappé. On a réalisé à Hors Normes, le magazine, une des dernières interviews de Bernard Stalter. Avant son décès, c'était pour notre numéro spécial sur le salon Egast. Et il y avait Christelle Laureau, la fromagère, qui était présente. Alors, s'il y en a une qui défend l'artisanat. Elle est là, Christelle, elle est ici. Elle est là, une figure de proue de l'artisanat, c'est bien elle. Elle citait un exemple qui me revient en mémoire, là, en vous écoutant tous. Elle nous disait qu'un jour, elle a eu un coup de fil d'une jeune personne, d'une jeune femme qui était bac plus 6, alors je ne me souviens plus du métier qu'elle exerçait ou de la fonction. Elle s'ennuyait à mourir dans son truc avec son bac plus 6. Elle a vu un reportage à la télé où il y avait Christelle Laureau, vous savez, avec sa petite voiture, quand elle va livrer son fromage, on a tous vu le reportage. Elle l'a contacté, elle a dit « Ce que vous faites, ça me passionne, j'ai envie de venir vous voir, est-ce que vous m'acceptez en stage ?» Ça, c'est le rebond. On parle des apprentis, bien entendu, mais dans l'artisanat, il y a ce phénomène de rebond aussi, qu'il faut exploiter au maximum. Des tas de jeunes ont des diplômes quelquefois extraordinaires, pour des raisons X, Y, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Ils s'ennuient, ils se sentent dans une impasse. Comment on peut faire pour aider à cette faculté de rebond? Ne serait-ce que faire savoir que les artisans ont les bras ouverts. Ben oui, je pense qu'il y a eu ce déficit d'image. Bernard a beaucoup contribué à faire évoluer l'image de l'artisanat. Et aujourd'hui, si l'apprentissage a retrouvé une activité très très forte, je pense qu'effectivement, il y a un virage pour moi qui est entrepris. Ce virage-là, pour qu'il soit complètement abouti, il faut être très en amont, comme on le disait avec Jean à l'instant. Il faut qu'on soit le plus tôt possible, parce que les artisans me le disent. Un gamin à 16-17 ans, c'est déjà plus compliqué de le formater, de le mettre dans le circuit de l'entreprise, alors qu'à 12-13 ans, il a encore les yeux qui pétillent, c'est plus simple, c'est le début de l'adolescence, et du coup l'emmener. Donc ça, c'est un enjeu. Ensuite, effectivement, à tous les âges de la vie, il faut pouvoir revenir et intégrer l'artisanat par le biais de l'apprentissage. Je pense que les textes législatifs ont un peu fait évoluer les choses. Je pense qu'il faudra encore encourager un peu plus, parce qu'on peut même à 40 ans, à 45 ans, avoir envie de revenir. On voit que pendant très longtemps, dans le schéma classique éducatif, on encourageait les jeunes vers les filières générales. Là aussi, il y a une évolution qui est en cours pour montrer tous les potentiels de l'artisanat. Je le dis aussi souvent pour l'industrie. L'industrie de Zola, c'est terminé. Je crois que d'où la nécessité, à l'échelle des territoires, de faire connaître tout le potentiel des artisans. Moi, je me souviens que dans mon canton, je croyais connaître tous les artisans, puis avec ces journées portes ouvertes, j'en découvrais encore d'autres et des talents fabuleux. Donc, faire ce lien, c'est important. Quand je me souviens des compagnons du devoir avec des jeunes qui avaient été en fac et qui intégraient les compagnons du devoir et ils étaient très, très heureux. Mais aussi parce que parfois, on les avait bloqués. On leur disait, tu as de très bonnes notes, alors il faut plutôt que tu ailles sur la filière générale. Pendant longtemps, ça a été ça. C'est en train d'évoluer. Je regarde Mme la rectrice, on sent quand même sur ces questions-là une évolution, grâce aussi je veux dire, l'enjeu du faire-valoir. C'est-à-dire que les entreprises ont un savoir-faire, un savoir, mais souvent n'ont pas suffisamment déployé le faire-savoir. Et je crois que plus on travaillera, et les chambres là jouent un rôle majeur, et Jean-Luc, je sais qui le porte avec l'ensemble de l'équipe, plus on fera connaître les potentialités de l'artisanat, plus on ouvrira les portes de l'artisanat à l'ensemble des catégories, à l'ensemble aussi des classes d'âge, plus on a de chance, je pense, de pouvoir faire rebondir l'artisanat. En tout cas, nous, on a besoin des artisans, c'est vraiment l'économie de l'essentiel. Il y a un point essentiel, les filles, que 23% de filles dans l'artisanat. Et donc, c'est un enjeu là aussi de société, c'est que les jeunes filles intègrent pleinement ces formations. Je crois qu'elles y gagneront aussi en affichage et en efficacité. Et si on fait référence à cette dernière interview de Bernard pour Hors Normes, il y a aussi le rôle essentiel des parents. On n'a pas parlé des parents pour les jeunes apprenants.
Et le rôle est essentiel. Et les parents aussi ont intégré qu'un enfant peut s'épanouir dans l'artisanat plutôt que de faire des études pour finir derrière un guichet de banque. C'est important. C'est important aujourd'hui d'arriver, et ça aussi c'est un de mes objectifs, d'arriver à ce qu'il y ait une signature morale entre parents, jeunes et maîtres d'apprentissage, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe entre ces trois entités pour le bien du jeune, pour arriver à une formation et pour arriver surtout à une chose, c'est que ces jeunes deviennent employables par une entreprise. Et ici, en Alsace, avec notre système de formation, on a la chance d'avoir 8 jeunes sur 10 qui sortent de ce centre de formation et qui trouvent un job. Et ça, c'est important. Et 1 sur 2 qui devient son propre patron. Pierre Ims, c'est vous qui allez conclure ce plateau. Cette nouvelle image de l'apprentissage, vous la sentez s'installer vous aussi, et vous pensez qu'on peut encore aller plus loin là-dedans? On a évoqué plusieurs problématiques là, mais c'est peut-être la problématique la plus importante, ça, parce que quand on a une belle image, on attire. Oui, c'est la problématique la plus importante et je dirais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est largement prouvé que l'employabilité des jeunes est bien meilleure s'ils sont passés par cette voie-là. Pour aller plus loin, c'est aussi même valoriser l'implication des maîtres d'apprentissage. J'ai constaté que beaucoup d'entreprises ne remercient pas, ne sont pas suffisamment reconnaissants par le temps que prennent les employés maîtres d'apprentissage vers les jeunes. Et ils s'enrichissent en retour parce que les jeunes leur apportent aussi un regard extérieur. Ça, c'est une chose. La deuxième, je reprends volontiers l'idée de plus de portes ouvertes des entreprises artisanales, les faire connaître, faire aimer le métier, le geste, le principe, parce qu'il y a toujours beaucoup d'a priori. Effectivement, valoriser ces métiers. Et puis, l'accompagnement financier des jeunes n'est pas négligeable, et je sais que c'est important. Quand on rentre dans l'apprentissage, il faut aussi pouvoir se déplacer, on a envie de gagner en autonomie. Et dernier point, le plus fort que je voudrais souligner, l'apprentissage apporte à progresser dans le savoir-faire et dans le savoir-être. En fait, les centres de formation, on sait bien que c'est d'abord du savoir qu'on transmet, mais la vraie vie, elle est dans le savoir-faire et dans le savoir-être qu'apporte vraiment l'exercice du métier en tant que tel. Et j'ai toujours plaisir à constater que les jeunes progressent beaucoup plus vite s'ils sont en alternance et non pas dans une formation pure, et ils apprendraient la vie après. C'est bien l'alternance qui est enrichissante pour la personne elle-même, et c'est vraiment un plus. Merci à vous trois. On va suivre avec attention tous les efforts que vous faites au niveau de l'apprentissage. Je peux conclure là, sans problème ce deuxième plateau en disant qu'il y a vraiment l'unanimité des politiques pour dire qu'il faut mettre le paquet sur l'apprentissage et au-delà sur l'artisanat. Madame, messieurs, merci de votre participation. Merci. On va attaquer un troisième plateau maintenant qui va se remettre en place. Ce sera le dernier plateau. Pendant que nos invités quittent l'actuel plateau, nous allons pouvoir parler de la campagne de recrutement de l'apprentissage qui est lancée. Et quels sont les vrais enjeux aujourd'hui pour l'apprentissage qui fait l'objet de toutes les attentions je crois, notamment au niveau gouvernemental, mais au niveau des gouvernances diverses et variées de notre région. Voilà, on s'installe sur ce plateau et on va pouvoir le commencer dans quelques secondes. Donc voilà, quels sont les enjeux aujourd'hui pour l'apprentissage? Pour en parler autour de nous, je salue la présence d'Elisabeth Laporte, Madame la rectrice de l'Académie de Strasbourg. Bienvenue à vous. Merci d'être présente sur ce plateau. On a déjà parlé de vous avant que vous soyez là. Oui. Donc, vous voyez, il y a des questions qui se posent. Je voudrais également saluer la présence de José Arroyo. Vous êtes le président de la Corporation des boulangers de Strasbourg et Campagne. C'est ça. Et on m'a dit que vous êtes le prototype même de l'artisan moderne et qui en veut. On va chercher à savoir comment ça se passe. Et puis, on a 2 jeunes apprentis qui ont été choisis ici par les gens de la pédagogie du centre de formation des apprentis Bernard Salter à Échaud. Donc, Océane Reinhardt, bonjour. Vous êtes apprenti brevet professionnel art floral. Vous allez nous expliquer ça. Et puis Enzo Sekran, bonjour. Vous êtes apprenti CAP pâtisserie. Donc, l'un débute, le garçon, l'autre, la fille, a déjà 2 années derrière elle. Et on va en parler tout à l'heure. Madame la rectrice de l'Académie, vous avez été en quelque sorte un petit peu interpellée, au nom de l'enseignement, hein, bien entendu. Est-ce qu'il y a des passerelles? Ça, c'est la grande question que se pose. Est-ce qu'il y a des passerelles plus importantes actuellement
entre filière générale et professionnelle. Est-ce qu'on peut parler d'un changement de paradigme qui est en cours? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On sait tous qu'au niveau de l'éducation nationale, en tout cas, on a toujours dit que ça avait les professeurs, les différents organes pédagogiques avaient du mal à préconiser l'apprentissage. On a toujours dit ça par le passé depuis très longtemps. Est-ce que maintenant c'est en train de changer? Est-ce qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de s'installer? Alors, je reviendrai sur ce qui a été dit tout à l'heure et sur les caractéristiques du territoire alsacien. C'est-à-dire que l'apprentissage, déjà, est bien ancré dans ce territoire. Je pense qu'il y a réellement un changement de paradigme, en ceci qu'il y a un renforcement de l'apprentissage. Bien évidemment, en complémentarité aussi avec toutes les chambres consulaires, les branches professionnelles qui elles-mêmes proposent des formations par apprentissage. Mais du côté éducation nationale, puisque c'est de cela dont il s'agit, il y a vraiment un changement de mentalité. On a évoqué le collège tout à l'heure et tout le travail d'information sur les métiers, sur les modèles de formation, sur les filières de formation nécessaires pour que les jeunes puissent, en fonction de leur tempérament, en fonction de leur envie, en fonction de leur projet, qu'ils puissent s'orienter sur diverses voies, dont celle de l'apprentissage. Et d'ailleurs, nous avons mis en place dans les collèges alsaciens ce qu'on appelle des référents apprentissage. Il y en a 40, donc 40 référents de l'apprentissage pour le département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui, au niveau des élèves de 4e et surtout 3e, présentent ce qu'est l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a aussi, côté éducation nationale, une mobilisation pour faire connaître ce qu'est l'apprentissage. C'est comme un conseiller d'orientation spécialisé en apprentissage? Oui, c'est ça. Alors, et qui vient donc s'ajouter et qui vient enrichir le travail qui est fait par ce rectorat, par l'Académie de Strasbourg, dans la connaissance que les jeunes doivent avoir du monde professionnel, du monde de l'artisanat, comme du monde professionnel. Vous savez, et c'est historique, hein, il y a des liens très forts entre le monde éducatif et le monde professionnel. Il y a un ancien recteur qui s'appelait Jean-Paul de Godemar qui a lancé ce qu'on appelle les comités locaux, entreprises, économie. Et nous avons créé dans cette académie ce qu'on appelle un club école-entreprise, où travaillent ensemble, échangent des entreprises et l'éducation, donc sur les besoins, tant dans l'artisanat que dans l'entreprise plus grande, pour justement inciter les jeunes à choisir la filière en fonction de leur projet. Je voudrais dire juste que ce qui m'importe, c'est moins en fait à défendre un modèle que de trouver la meilleure voie pour les jeunes dont on a la responsabilité. Ce qui m'importe, c'est que les jeunes trouvent leur voie dans laquelle ils vont s'épanouir et bien évidemment qui va être une voie de réussite. Même si, lorsqu'il peut y avoir échec, on trouve des passerelles pour passer d'une voie à l'autre. Et je pense qu'on travaille de mieux en mieux avec tous les responsables de l'apprentissage, les responsables des filières plus classiques, soit dans la voie professionnelle, soit dans la voie générale, soit dans la voie technologique. Jean-Luc Hoffmann, vous confirmez que le paradigme est en train de changer peu à peu là? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on a tout, on a fait le cadre. Le cadre est là. L'apprentissage, de manière générale, on a plus de jeunes en apprentissage. Tout le monde s'accorde à dire que ça fonctionne plutôt bien. Par contre, nous sommes ici dans un centre de formation, chambre de métier. On a nos titres de chambre de métier, les titres qui sont portés par les filières, par les professions, qui donnent un peu le ton et qui donnent un peu le ton de la qualité de la formation qu'ils désirent pour leurs jeunes, pour qu'ils soient employables. Aujourd'hui, on a un problème pour les faire certifier au niveau national.
On a un problème parce que c'est une spécificité qui existe ici. On n'arrive plus à les faire certifier au niveau national. C'est-à-dire que si personne ne bouge, et moi j'ai envie de bouger, et je pense que José aussi, si personne ne bouge, demain, nos titres chambres de métier, nos CTM, nos BM aussi, nos brevets de maîtrise vont mourir, n'existeront plus, ou partiront tous à l'éducation nationale. Il faut qu'on travaille de concert avec l'éducation nationale, à mon sens, pour trouver des ponts et pour trouver aussi faire un maillage territorial par rapport au titre. Mais quelque part, on ne doit pas s'arrêter aujourd'hui à ne pas vouloir présenter des titres à la certification. Madame Laporte, vous avez peut-être une réponse? Je pense que M. Hoffmann, effectivement, pose... en tout cas, c'est une réalité, c'est un état de fait, mais il le sait et on a pu échanger à cet égard. Nous avons tout intérêt à travailler en complémentarité. Effectivement, à mailler le territoire. En tout cas, nous avons toujours veillé à ne pas être en concurrence, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions ou sur d'autres territoires. Mais effectivement, nous devons nous attacher à faire reconnaître la qualité des formations, bien évidemment, dans ce CFA comme dans d'autres, et alors je dirais même pas en bonne intelligence, mais c'est dans l'intérêt des jeunes et bien sûr la Chambre des métiers aussi. En tout cas, moi je suis tout à fait disposée à travailler dans ce sens et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une cartographie, en fait, des différents centres de formation qui ne se fassent pas concurrence et qui soient complémentaires. José Arroyo, vous êtes président de la Corporation des boulangers de Strasbourg et Campagne. Je le répète une nouvelle fois pour qu'on vous situe bien. On m'a dit de vous que vous étiez quelqu'un de particulièrement dynamique. La campagne de recrutement des apprentis va démarrer incessamment sous peu. Peut-être est-elle déjà eu un stage ce matin précisément. Voilà, peut-être est-elle déjà effective. Elle l'est. En tout cas, les chiffres sont exceptionnels. Hein, et ils montrent que les maîtres d'apprentissage, vous en êtes un également, que les maîtres d'apprentissage sont au rendez-vous. Toute la filière, en fait, est parfaitement organisée pour accueillir tous les apprentis. Alors, c'est vrai que nous, au niveau de la Fédération du Bas-Rhin, historiquement, on s'est toujours très investi dans la formation de nos jeunes. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on parlait de passerelle avec la Chambre des métiers, à la porte ouverte ICFA. A été lancée une plateforme pour mettre justement en accord la recherche des jeunes et des artisans qui recherchent un apprenti. Ça a très bien fonctionné et j'ai posé déjà mon offre, moi, précisément, pour parler vite fait de moi, il y a 15 jours et j'ai déjà plusieurs CV pour la rentrée de septembre. Donc c'est là où on met bien en évidence que lorsqu'on crée des passerelles, des ponts, on les appelle comme on veut, ou des liens, je préfère plus ce mot parce que c'est plus humain, ça permet de faire gagner du temps à notre jeunesse. Parce que, bon, on parlait de la politique, tout ça, mais moi, ma vraie passion, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris quelque chose, qui m'ont transmis un savoir-être, un savoir-faire. Et je pense que c'est notre devoir, à tous, que de transmettre cette passion. Et comme vous le dites justement, l'épanouissement personnel est propre à chacun. Nous, dans notre métier d'artisan, on a la chance, on peut tout simplement être heureux en tant qu'ouvrier. Dans notre métier, on peut faire de la recherche et développement, on peut être chef d'entreprise. J'ai une jeune fille, maintenant qui a 30 ans, que j'ai formée, qui est devenue championne du monde de viennoiserie et qui travaille sur Chicago. Voilà, nos métiers d'artisans nous donnent cette chance, donnent aux jeunes, et je me tourne vers eux, de pouvoir explorer justement plusieurs facettes dans leur vie. C'est-à-dire, des fois, on disait tout à l'heure, que dans une vie, on a plusieurs métiers. Je pense que notre métier nous donne la chance que dans notre métier, avoir plusieurs vies dans leur vie. Voilà. Et je pense que c'est notre devoir que d'essayer de trouver, d'échanger avec Madame la rectrice, ou les rectorats, avec les politiques. Tout à l'heure, Jean-Luc, tu parlais des parents. Moi, quand j'embauche un jeune, j'essaye de donner un schéma visuel pour que tout le monde le comprenne bien. Moi, le jeune est au centre d'un triangle. Et à chaque triangle, il y a un sommet. Les parents, le maître d'apprentissage et le CFA. CFA représenté par la Chambre des métiers ou l'Éducation nationale. Et le jeune est au milieu. Et c'est à nous de faire en sorte que le jeune ne touche pas les côtés.
Ça veut dire qu'à chaque moment de sa formation, il y a forcément des baisses de motivation. Alors, à un moment donné, sous maître d'apprentissage, de prendre la main de l'enfant et de le tirer. Des fois, on n'est pas au courant de tout. Là, c'est le rôle des parents. Et au CFA, il y a aussi des relais avec les équipes pédagogiques qui sont performantes, parce que je tiens à les saluer, parce qu'ils font aussi un travail remarquable, parce que c'est aussi eux qui font le lien entre l'enfant et le maître d'apprentissage. Alors, je précise bien l'enfant, parce que généralement, ils ont 15 ans. Ils sont en pleine période d'ambivalence. C'est les enfants, c'est des adultes, c'est aussi la problématique, ils ne savent pas trop où ils vont. Et c'est aussi à nous de leur donner les moyens de pouvoir se réorienter, de pouvoir trouver un avenir qui leur plaît. Et j'aimerais juste revenir sur quelque chose où j'ai entendu, où je n'étais pas forcément d'accord avec M. Jean Rotner, où on disait les jeunes, il faut les capter en 4e et en 3e. J'ai la chance d'être papa d'une fille qui a 20 ans, donc qui sort justement de lycée. Et le fait est là, c'est qu'il y a des enfants qui sont en seconde, même en première, et qui ne savent toujours pas où aller. Alors ils finissent leur bac général, ils vont sur des études et ils ne savent toujours pas où ils vont. Et je pense que nous, on a un rôle, en tant qu'organisme professionnel, d'aller leur tendre la main, leur présenter nos métiers. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire tout à l'heure est passionnant d'avoir des relais, où finalement, nous, en tant qu'organisme professionnel ou chambre des métiers, essayer de vous apporter notre soutien pour encore mieux présenter l'apprentissage et avec des gens qui sont passionnés de leur métier, et c'est plus parlant. Voilà. Madame Laporte, une réaction? Moi, je ne suis que favorable, mais plus que 100% en fait. Et on essaie de créer justement ces liens. Enfin bon, j'ai vu des témoignages justement cette semaine de la part de chefs d'établissement qui ont organisé des soirées avec des parents. Alors, c'était au début de l'année scolaire, c'est-à-dire avant le 2e confinement, on avait encore la possibilité, qui ont fait venir des chefs d'entreprise, qui ont fait venir des artisans, justement pour sensibiliser les parents au fait qu'il y avait une très grande diversité des parcours de formation, des environnements de formation, des modèles de formation. Et ce qui est important de rajouter, c'est qu'effectivement, et là je rejoins Jean Rotner, il faut être agile. C'est-à-dire qu'il faut que nos systèmes s'adaptent pour permettre à un jeune de passer d'un système à un autre. Il peut commencer, bien évidemment, sa formation dans un CFA, mais à un moment, il va vouloir peut-être renforcer des compétences, peut-être en management, en finance, en gestion des entreprises. Il faut pouvoir lui donner la possibilité de revenir peut-être sur une formation, on va dire, où il n'y aura plus d'alternance pour un temps, pour ensuite repartir. Je pense qu'il faut que tous nous gagnerions à être beaucoup plus dans cette souplesse. Et je suis sûre que ce territoire alsacien pourrait être un très beau laboratoire pour travailler justement avec cette agilité. Et qui dit agilité dit rapidité. Parce que nos modèles de formation, en fait, sont empêchés par une certaine forme d'inertie, parce qu'il y a beaucoup de monde concerné. Donc il faut qu'on puisse, et l'Alsace, en fait, 2 départements, enfin, en tout cas le périmètre qui m'importe, l'Académie de Strasbourg, 2 départements, permet de construire ce laboratoire, dans l'intérêt des jeunes et de l'entreprise. Enzo Secran, on va passer maintenant aux jeunes qui nous attendent patiemment là, depuis presque 2 heures. On les a équipés, on voulait qu'ils soient bien à l'aise, qu'ils comprennent ce que c'est, qu'on ne les balance pas comme ça dans le dernier plateau avec violence et brutalité. Vous avez été épatants tous les deux. Enzo Secran, donc vous êtes apprenti CAP pâtisserie. Il y a des mots qui ont été prononcés tout à l'heure. Il faut, dès le collège, faire des choses. Vous, il se trouve que c'est exactement comme ça que vous avez découvert ce qui vous amène ici à être présent au centre de formation des apprentis Bernard Stalter à Échaud. Racontez-nous. Moi, c'est depuis la 6e que je voulais faire ce métier. Et donc, j'ai pu avoir eu l'occasion de faire des stages en 3e. Donc, c'est là où vraiment j'ai vu que je voulais aller plus loin et pouvoir commencer mon CAP pâtissier, du coup, au CFA d'Échaud. Et après, j'ai vu que ce métier me plaisait. Et c'est grâce au stage, en fait, que j'ai voulu aller faire ce métier, quoi. Donc, ça a été un coup de foudre au niveau de la 3e. Oui, c'est ça, vous êtes arrivé chez le pâtissier, c'était où, juste pour le dire? C'était chez M. Mulhaupt. Où ça? À l'entreprise Mulhaupt,
au laboratoire à Mondelsheim. Vous êtes arrivé chez le pâtissier, vous vous êtes dit, ça y est, c'est ça, ouais. C'est ma voie. Ouais, en fait, j'ai vu qu'il y avait de la créativité, de la rigueur, et ça m'intéressait en fait. Et comment ça se passe les études ici là? Ici, en fait, j'apprends plutôt la théorie, ce qui est théorique, les matières premières, et les techniques, les vraies bases du métier. Et c'est intéressant, quoi. Ouais. Donc vous allez faire pâtissier, très certainement. Ouais. Vous avez aussi des ambitions, je crois, au niveau de... vous pensez déjà à devenir chef d'entreprise. Donc vous êtes dans les 1 apprenti sur 2 qui veut devenir chef d'entreprise. En fait, j'aimerais plutôt encore aller plus loin pour faire... je finis mes 2 années de pâtisserie pour pouvoir après faire une année de CAP chocolatier confiseur. Et après cette année-là, je voudrais bien aller faire un BTM sur 2 ans. Ouais. Et les copains qui sont... les ex-copains du collège qui sont passés au lycée ou ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent de votre aventure? Ils sont fiers. Ils sont contents pour moi, quoi. Parfait. Océane Reinhardt, alors vous, c'est la version supérieure. Vous avez terminé vos 2 années. Vous êtes passé maintenant en brevet professionnel d'art floral. C'est donc 2 ans, hein, encore à faire. Et l'art floral, comment vous en êtes arrivé à cette spécialité vous-même? C'est vraiment une découverte suite à un stage, du coup, le stage de 3e. Oui. Ça a vraiment été une découverte et je peux maintenant dire que c'est ma passion. Oui. C'est vraiment une passion qui m'a été transmise, du coup, par mon maître d'apprentissage. Voilà. Et c'était donc aussi au stage de 3e. Ces 2 années ont conforté cela? C'est-à-dire, est-ce qu'on hésite à un moment donné quand on est une jeune apprentie? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on doute, est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce qu'on voit aussi les autres apprentis dans les autres sections ici? Est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Non, dès le début, vous avez pensé que c'était l'art floral? On doute toujours au bout d'un moment, forcément, mais après, très vite, on retombe sur nos choix du début et on est sûr. Enfin, voilà. Personnellement, c'était moi. Donc on peut parler de passion, là, oui. Pour ça. Hein. Et il y a un très bel atelier d'art floral ici au centre de formation. Hein. Ça doit être agréable d'étudier là. Je l'ai visité, moi j'ai trouvé ça épatant, moi personnellement. J'ai aucune compétence dans le domaine, mais j'ai trouvé ça vraiment épatant, tout ce qu'il y avait ici. Et alors, comment vous voyez votre avenir? Vous avez encore grosso modo 1 an et demi à passer ici, brevet professionnel à la clé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dans vos rêves ou dans vos prévisions? J'aimerais bien du coup après poursuivre avec le BTM, donc qui est sur 1 an. Et après, pourquoi pas, plutôt devenir responsable de magasin ou quelque chose comme ça, mais pas forcément chef d'entreprise. Voilà, donc c'est pas forcément la création d'entreprise. Et vous avez déjà un rêve quand vous voyez autour de vous, vous êtes de l'agglomération de Strasbourg, vous voyez peut-être autour de vous des magasins déjà qui existent, vous vous projetez un petit peu? Pas vraiment encore, non. J'attends encore un petit peu de savoir si je peux continuer avec le BTM, avec ma patronne actuelle encore, ou si vraiment c'est pas possible. Effectivement, il faudra chercher quelqu'un d'autre, mais j'aimerais bien rester là où je suis pour l'instant. En tout cas, vous êtes à l'aise, là, manifestement. Hein. Oui. On en a parlé tout à l'heure avant le plateau, là, ça transpire chez les deux, d'ailleurs. Oui. La réflexion, vous êtes bien dans vos pompes, comme on dit. Oui. Hein. C'est ça, hein? On dit ça comme ça. José Arroyo, je voudrais revenir vers vous. On va parler rapidement, avant de clore cette émission, on va parler de l'artisanat. On m'a dit que vous êtes un artisan choc, que vous êtes toujours en train d'inciter tous vos collègues artisans à faire preuve d'imagination. Pour vous, boulanger, vous êtes boulanger, vous faites donc le pain tous les jours. Hein, c'est votre métier, mais vous n'êtes pas, quand on n'est pas au fournil, pour vous, l'artisan moderne doit avoir d'autres qualités que celles de bien faire son métier de base, bien entendu. Il faut que ce soit un vrai chef d'entreprise, il faut que ce soit un communicant, il faut qu'il se branche aussi sur le numérique. Tout ça, vous êtes au niveau de la Chambre des métiers, Jean-Luc pourra peut-être le confirmer, un des piliers de la Chambre des métiers d'Alsace pour dire qu'il faut aller de l'avant et innover. Ce que disait Bernard Stalter, d'ailleurs. Alors, pour reprendre Bernard, moi je ne l'ai connu qu'une année, parce que je suis récemment le conseiller école-entreprise. Et il a une phrase qui me frappe encore, c'est « là où il y a une volonté, il y a un chemin oui. ». Et je me suis retrouvé dedans parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de volonté et très persévérant. Quand je veux atteindre mon objectif, je me donne les moyens, parce que j'ai commencé comme eux, j'avais 15 ans. Je ne vais pas faire mon CV, mais j'ai fait aussi X concours. Et je prépare à l'heure actuelle le meilleur bruit de France. Et je vais faire le lien avec Madame la rectrice, où nous, on apprend un métier. Et lorsqu'on devient chef d'entreprise, on devient dirigeant. Et c'est là où on a besoin d'accompagnement, parce qu'entre le savoir-faire manuel,
même si on parle de l'intelligence de la main et de l'esprit, et même justement, pour faire encore un plus de lien, il est important d'avoir une vraie culture générale qu'on apprend au collège, ne pas délaisser le français, les maths, l'histoire géo. C'est ce qui nous permet de créer du lien les uns les autres. Et pour un chef d'entreprise, ça permet d'avoir du lien avec son banquier, son expert comptable, son assureur. Moi, personnellement, je me suis adjoint les services maintenant d'une community manager parce que je me suis rendu compte que savoir communiquer, c'est aussi un métier. Pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, avec le club des jeunes boulangers que je préside aussi depuis bientôt 3 ans, on se pose certaines problématiques. L'une d'elles, c'est par exemple dans nos magasins, parfois les gens attendent, et c'est tant mieux pour nous, mais on dit on va mettre à profit cette attente, et du coup on a créé un média qui permet de montrer ce qui se passe dans l'arrière-boutique, donc le tour de main. Ça permet aussi de passer des informations sur le pain, par exemple, sur le décret tradition, le pain de tradition. Qu'est-ce que le décret de pain de tradition? Les gens ne le savent pas. Et c'est vrai que j'essaie d'insuffler cet état d'esprit à mes collègues, et surtout aux jeunes. Enfin, je vais revenir, parce que là, on est ici, parce que c'est à partir de là, leur faire comprendre la nécessité de ne pas s'arrêter seulement au CAP, d'aller un peu plus loin, parce que ça les prépare au fur et à mesure, ou au moins ça leur donne un maximum de clés pour qu'ils puissent choisir. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, le bonheur est personnel. Si être juste ouvrier et d'avoir des loisirs à côté, ça leur permet d'être heureux, tant mieux. Voilà. Et en tout cas, en tant que chef d'entreprise, il est important justement d'avoir cette ouverture d'esprit et d'aller chercher ce qui nous manque, savoir s'adjoindre les services des autres. La Chambre des métiers en fait partie parce que elle représente l'artisan. Et avec Jean-Luc, sur certains projets, on essaie d'avancer et de remonter des infos, de croiser et d'avancer sur certains projets. Jean-Luc Hoffmann, il vous appartient de conclure maintenant ce long plateau. Vous avez entendu, comme moi, plein de choses intéressantes qui se sont dites ici. Vous êtes désormais à la tête de la Chambre de métiers d'Alsace. Quelle est la vraie impulsion que vous voulez créer? Quel est le vrai mouvement et sur quelle base surtout? Sur quelle base? Pour moi, la base, c'est les jeunes. C'est se battre pour les jeunes. Si nos 2 apprentis rêvent de faire un BTM, il faut leur donner l'occasion de faire un BTM. Et cette certification dont je parlais tout à l'heure est la base de ce BTM. Donc il faut que ce titre soit certifié pour que ces jeunes puissent le faire. Et c'est pour ça qu'on va se battre. Mais on est aussi en train d'inscrire un peu... Il faut qu'on pense au monde d'après. Le monde d'après, l'artisanat se doit d'évoluer avec son temps. On parle de climat, on parle d'écologie, on parle de ZFE sur Strasbourg, on parle de déplacement doux. On va devoir s'adapter à la situation et évoluer. Mais il faudra le faire au rythme de la sortie de crise, qui est très importante, et au rythme des entreprises. Et pour arriver à un artisanat moderne, et José en parlait, José, c'est vraiment l'archétype de l'artisan moderne qui fait un travail tout à fait traditionnel, millénaire presque, et qui a tellement d'idées pour le mettre au goût du jour, pour le moderniser, pour le rendre sexy, et pour donner envie de faire ces métiers. Et on est là aujourd'hui pour, quelque part, pour mettre tous ces métiers en valeur et pour mettre ce CFA en valeur, ce CFBS. Et le CFBS, par exemple, la semaine prochaine, il y aura des portes ouvertes virtuelles. Le 21 mars. Et vous serez surpris de voir qui c'est qui est venu nous voir pour tourner quelques films, des joueurs de foot. D'accord. Merci Jean-Luc Hoffmann de la confiance que vous nous avez accordée pour monter ce plateau aujourd'hui. C'est un petit peu l'heure des remerciements. Je voudrais donc, outre vous-même, Jean-Luc Hoffmann, remercier Anne Bibert également, qui au niveau de la Chambre des métiers s'est énormément investie pour que ce plateau soit une réussite, ainsi que la cérémonie qui avait lieu auparavant. Remerciements également à Estelle Klein, Olivier Ferrand et Anne Citrinovitch de la Chambre des métiers, Anne Citrinovitch étant la directrice des lieux qui nous a accueillis. Merci à Yann Poisselet et aux équipes de Viastoria, magistralement dirigées par Steve Aschenberg. Merci à Lisa Haller, Zoé Kahn-Thibault, Patrick Adler pour le magazine Hors Normes. Et merci à vous toutes et tous pour votre attention, pour nous avoir suivis tout au long de ce début d'après-midi. Et pour nous quitter, je vous propose simplement qu'on se quitte avec un dernier mot de Bernard Stalter. Merci à vous toutes et tous.
Oui, le contexte change. Ça doit être pour la Chambre des métiers un nouveau départ. Ce sera le début d'une nouvelle aventure. Une aventure au service de l'artisanat, mais une aventure qui doit être surtout au service des artisans. Soyez fiers d'être artisans, que votre profession soit passion. Merci à vous.